Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 12-13 normand. Voici les titres de ce mercredi 25 janvier. 60% de production en plus d'ici 2024, la société Nutri7, spécialiste des aliments thérapeutiques contre la malnutrition, doit répondre à la forte demande des pays en voie de développement. L'entreprise installée à Malonne et près de Rouen prévoit d'embaucher 140 personnes. Reportage dans un instant. Comment lutter contre le trafic illicite de tabac? Depuis quelques mois, les démantèlements se multiplient. Dans l'Eure, la préfecture et les professionnels s'associent pour résister à l'explosion de ce marché parallèle. Nous serons en direct de Val-de-Reuil avec l'un d'entre eux. Dernier jour de grande marée sur le littoral normand, beaucoup en ont profité pour sortir les râteaux à la recherche de coquillages. Nous irons dans la Manche rencontrer des pêcheurs à pied venus sur la plage joindre l'utile à l'agréable. Mais on commence par ces actions contre la réforme des retraites qui ont repris ce matin alors qu'un nouveau mouvement de grève est prévu mardi prochain. À l'appel des syndicats, des barrages filtrants et des distributions de tracts étaient organisés autour de la zone industrielle de Dieppe, perturbant la circulation aux entrées et sorties de la ville. Les barrages ont été levés vers 9h30. Je vous propose d'écouter Mathias Dupuis, secrétaire général de la CGT à Dieppe. L'idée, c'était de démontrer aussi au gouvernement que s'il ne nous entend pas, et pour l'instant il ne nous entend pas, il ne nous écoute pas, on est capable de bloquer le pays. Il y a la réforme des retraites, mais il y a les salaires qui sont trop bas, il y a tout qui augmente, les gens n'en peuvent plus, l'énergie, tout ce qui est spéculé par la finance, les gens sont à bout. Et je pense que très sérieusement, il va falloir écouter les syndicats, il va falloir prendre nos propositions. On veut tous une retraite pleine et entière à 60 ans, on ne veut pas crever au travail, et ce que nous propose Macron, c'est de crever au travail. Je vous en parlais dans les titres, c'est une entreprise encore trop peu connue du grand public et pourtant elle joue un rôle primordial dans le monde. Près de Rouen, Nutri7 fabrique des aliments thérapeutiques contre la malnutrition. Alors que les problèmes d'alimentation s'accentuent dans de nombreux pays, l'entreprise prévoit d'embaucher massivement pour accroître sa production destinée aux pays les plus démunis. À Malonnet, Grégoria Capati avec Claude Eudes. À l'intérieur de ces emballages se trouve l'une des solutions pour lutter contre la malnutrition infantile. Plum Peanut, c'est le nom de cette pâte énergétique dont nous ne verrons pas la fabrication pour des raisons de confidentialité. Créée en 1996, cet aliment thérapeutique est prêt à l'emploi. Dans un sachet de Plum Peanut, vous avez 500 kilocalories. Et donc c'est un traitement qui va être à peu près sur 7 semaines où l'enfant devra en prendre 3 fois par jour. Qui va être distribué par les programmes des Nations Unies tels que l'UNICEF ou les ONG comme Action contre la faim, Médecins du Monde. D'ici 2024, la production va augmenter de 60%. Cette montée en puissance va permettre à l'entreprise de produire jusqu'à 80 000 tonnes par an. La société prévoit donc de recruter 140 personnes, dont 50 en contrat à durée indéterminée. Et ainsi, fournir une alimentation à près de 10 millions d'enfants dans le monde, contre 7 millions auparavant. Une fierté pour les salariés. On sait qu'à notre manière, on sauve des vies. C'est quelque chose qui a fait que j'ai vraiment voulu travailler à Nutri7 depuis ces 6 ans. Je suis moi-même maman d'une enfant de 6 ans. Donc du coup, quand on en parle avec ma fille, c'est pareil, ça lui apprend des valeurs, ça lui apprend que c'est pas comme partout pareil. Eux, ils ont des choses que d'autres pays n'ont pas. Aujourd'hui, une centaine de pays bénéficient de l'aide de la société Nutri7 basée à Malonnet, entre autres Madagascar, le Yémen, l'Éthiopie ou encore le Niger. Selon les Nations Unies, dans les prochaines années, le nombre d'enfants victimes de malnutrition devrait augmenter. Pour cette raison, Nutri7 s'adapte et souhaite, en plus de l'aide alimentaire, mettre en place des partenariats avec les pays concernés. On parle actuellement beaucoup du Soudan, Madagascar, Burkina Faso. Donc mettre en place des entreprises, travailler avec des entrepreneurs locaux qui sont capables de faire tourner leurs usines, de trouver les matières premières dans des conditions encore plus difficiles et donc qui ont un impact à la fois en distribuant des produits, mais aussi un impact socio-économique. Dans le monde, 10 filiales qui fabriquent localement les produits Nutri7 ont déjà été créés. C'est un marché parallèle qui a explosé ces dernières années, celui du tabac de contrebande. Début janvier, un trafic de cigarettes était démantelé à Saint-Aubin-les-Elbeuf. 100 tonnes de produits avaient été saisies dans une usine clandestine, la plus grande jamais vue en France. Alors afin de mieux lutter contre ces trafics illicites, la préfecture de l'Eure et les buralistes signeront ce soir une convention. Pour en parler, nous sommes avec Fabrice Lefebvre, président de la Fédération des buralistes de l'Eure, avec Angèle Devecchi.
Bonjour, merci d'être avec nous. On vous retrouve dans votre bureau de tabac à Val-de-Reuil. Ça fait 25 ans que vous êtes dans le métier. Est-ce que ce constat, vous l'avez fait? Est-ce que vous avez assisté à l'installation de ce marché parallèle? Ah oui, inéluctablement. Ça fait, comme vous dites, 25 ans que je suis buraliste à Val-de-Reuil, la ville la plus jeune de France. Et quand vous voyez qu'en 25 ans, vos volumes ont été divisés par 4, or que dans une ville dite jeune, c'est pas les premiers qui vont arrêter de fumer, on se dit qu'il y a un problème. Donc la sonnette d'alarme a été tirée depuis de longues années et on s'aperçoit qu'on a raison. Je ne sais pas si c'est trop tard, mais vaut mieux tard que jamais, quoi. Pourquoi ce marché a pris une telle ampleur en si peu de temps, finalement? Parce qu'il est extrêmement facile de se procurer du tabac. Quand vous voyez déjà en lisant les chiffres, l'année dernière, le Luxembourg qui fait plus 10% de volume de tabac, quand on lit les chiffres, c'est assez facile à comprendre. Quand chez nous, vous avez quasiment 100 grammes et pour 1 kilo au Luxembourg, il est très très facile déjà de contourner la politique de santé publique du gouvernement et de s'approprier et d'avoir à un prix beaucoup moindre ces produits. Ce soir, donc, vous signerez une convention avec la préfecture de l'Eure. Comment vous, buralistes, vous pouvez agir en fait à votre échelle? À notre échelle, on est quand même assez rapidement au courant de ce qui se passe. Quand vous avez des clients qui viennent, par exemple, vous acheter des produits, c'est-à-dire des tubes ou des feuilles et qui repartent sans tabac, on se dit ah là il y a un problème. En général, on n'achète pas des feuilles pour les fumer sans tabac. Et on finit toujours un petit peu par savoir où se passent les trafics. Donc avec le gouvernement, on a mis en place des applications comme Stop Trafic Tabac où nous remontons les informations. Et maintenant, ce qui prend énormément d'ampleur, c'est le trafic sur les réseaux sociaux où les gens ne se cachent même plus. C'est très très facile de se procurer du tabac. L'idée, c'est que le trafic aussi de tabac, que les gens soient sanctionnés plus lourdement, c'est ça, que ce soit reconnu presque comme un crime, le trafic de drogue. Oui, l'idée c'est exactement cela, c'est que on se dit qu'on a alerté les pouvoirs publics et que une personne qui veut faire du trafic, pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, a beaucoup plus à y gagner financièrement et au niveau des peines encourues à faire du trafic de tabac. Donc l'idée c'est d'aligner le trafic de tabac sur le trafic de drogue. Merci beaucoup Fabrice Lefebvre d'avoir été avec nous pour parler de ce sujet, ce marché parallèle de tabac. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération des buralistes de l'Eure. Merci à vous. On vous parle à présent d'un dispositif du gouvernement, ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants. Il permet aux parents d'élèves immigrés ou primo-arrivants d'apprendre le français. Créé en 2008 par les ministères de l'Intérieur et de l'Éducation nationale, il vise à impliquer les parents étrangers dans la scolarité de leurs enfants. Au collège César-Lemaître de Vernon, reportage de Frédéric Lafont et Eric Lombert. Depuis décembre, dans ce collège, 6 femmes apprennent le français 2 heures par semaine. Nathalie, vous pouvez dire mon prénom? Brigitte. Super. Brigitte, ancienne professeure, vient leur apprendre les bases du français, mais pas seulement. Je vais bientôt travailler sur aussi la connaissance des valeurs de la République et la connaissance du système scolaire français. Elles sont ukrainiennes, chinoises ou brésiliennes et souhaitent apprendre notre langue. Pour m'intégrer dans la société, pour aider mes enfants à l'école, pour faire les choses tous les jours et pour faire des amis. Je pense que c'est très important et j'ai très envie d'apprendre le français. J'aimerais écrire, lire, parler en France. Je prends un cours de français parce que je voudrais chercher travail. Il y a 30 dispositifs analogues en Normandie. Les formations sont gratuites, d'une durée comprise entre 60 et 120 heures annuelles. C'est pour accompagner leurs enfants dans leur scolarisation, mais aussi pour découvrir la vie dans la société française. Un peu plus loin, dans une autre classe, des collégiens allophones suivent aussi des cours de français. C'est nécessaire pour eux. Je vais apprendre le français pour parler bien français. Et quand c'était grand,
parler bien avec les gens, au travail, avec la famille et tout ça. Il reste des places au sein de la classe pour adultes. Le dispositif peut accueillir jusqu'à 15 personnes. Les prix augmentent et c'est d'actualité. La situation des retraités ne semble pas s'améliorer. Alors certains profitent des grandes marées pour s'adonner à une pratique gratuite qui permet d'améliorer son quotidien, la pêche à pied. Reportage au pied des falaises de Champeau dans la Manche, Nicolas Delaudier avec Laïla Agoram. Entre le Mont-Saint-Michel, caché dans la brume aujourd'hui, et Granville, la cité corsaire, les connaisseurs trouvent un véritable trésor enfoui dans le sable. C'est de la palourde. Et on a le droit d'en pêcher 100, un quota de 100 et par personne. Et en fait, elles doivent mesurer 4 cm. J'ai 85 ans. Et je suis venu les premières fois, j'étais haut comme ça, avec mon grand-père à la pêche ici. Palourdes, coques, huîtres et même homards pour les plus chanceux, cela fait probablement des millénaires que la pêche à pied se pratique ici. Une façon agréable de trouver les ingrédients d'un bon repas et depuis peu de faire des économies. Oui, parce que quand on achète ça dans le commerce, ça vaut 34 € le kilo, un truc comme ça. Déjà en tant qu'étudiant, moi je pourrais pas me payer ça. Et même aussi pour ma mère qui est retraitée, ce serait impossible à payer. Donc ça améliore bien le quotidien. Oh, clairement oui. Si ce jeune homme est étudiant, la plupart des autres pêcheurs présents aujourd'hui sont des retraités. Quand on sait ce qu'on touche dans la vie active et quand on arrive en retraite, c'est 60% de son salaire qui est diminué, quoi. C'est important, hein. Donc aujourd'hui, le fait de pouvoir se suffire à soi-même, surtout, c'est important. La pêche à pied qui aide à être plus autonome, pourquoi pas? Alors si cette activité vous tente, sachez qu'elle est très réglementée et qu'elle réclame un minimum de précaution en commençant par une connaissance parfaite des horaires de marée. Et puis avec cette inflation galopante, vous pourriez être tenté de vendre vos vieux objets restés au grenier. À Verneuil-sur-Avre, une commissaire-priseur de l'émission Affaires conclues, diffusée sur France 2, a proposé des estimations gratuites dans une boutique. L'occasion de savoir si un trésor se cachait dans un placard. Reportage de Mélisande Keinec avec Didier Meunier. Très intéressant ce que vous avez, c'est même émouvant ce que vous avez découvert. Les objets sont uniques, une carte postale et une série de lettres, toutes signées de la main de Paul Verlaine. Il y mentionne son divorce et un projet de voyage. Spontanément, aujourd'hui, je vous proposerai une estimation de 1200 à 1800 €. Un petit trésor que ce client a découvert en débarrassant les affaires de ses proches. Il sera vendu aux enchères chez Drouot, à Paris. Je suis content d'avoir récupéré quelque chose de valeur et surtout que ce ne soit pas jeté. Que ça ne disparaisse pas. Mais bon, pour moi, Nora m'aurait dit 200 €, c'était la même chose. Donc, c'est pas un problème. Quelques pièces en argent et des bijoux peuvent suffire pour faire grimper une estimation. Mais au-delà du coup de pouce financier, il y a la volonté de transmettre et de faire vivre ces objets qui ont traversé le temps. Ce sont des objets qui ont été légués de père en fille ou de père en fils, etc. Et c'est dans les tiroirs depuis très très longtemps. On en perd l'histoire, on n'en connaît pas forcément la valeur. Et en ce moment, je suis dans un mode ménage intensif chez moi. Dans cet atelier d'encadrement de Verneuil-sur-Avre, Enora Alix vient expertiser des objets gratuitement pour la 5e fois. Une opération réussie, d'autant que la commissaire-priseur a acquis une petite renommée grâce à l'émission Affaires conclues. Cette émission, ça a permis à plein de gens de se dire « mais moi, ma louche en argent, je peux peut-être la vendre et moi, mon vase, il est peut-être intéressant ». Souvent, on a des personnes qui ont des objets de famille, elles ne savent pas combien ça vaut, de quand ça date. Elles viennent me voir et moi, je vais leur donner les estimations. Tableaux, pierres précieuses, bibelots, certains d'entre eux n'attirent pas forcément l'attention, mais les propriétaires repartent avec une idée de l'histoire de leurs biens. Je vous prends la petite bague avec l'améthyste. Et si ces derniers trouvent preneur, une somme rondelette. Un mot de sport et des Dragons invincibles. Hier soir, à Gap, les hockeyeurs rouennais ont remporté leur 8e victoire consécutive. Ils se sont imposés 8-2 dans les Hautes-Alpes. Au classement de Ligue Magnus, le RHE est 2e. 3 points le séparent de Grenoble, le leader. C'est l'un des plus grands événements festifs de notre région, classé depuis peu patrimoine immatériel de l'UNESCO. Depuis lundi, le feuilleton de la rédaction vous fait découvrir les préparatifs de la 149e édition du carnaval de Granville. Après les costumes et les chars, place aujourd'hui à la conception des programmes et au décor. Carnaval qui débutera le 17 février. Feuilleton signé Simon Derrien avec Thierry Cléon. Avant d'être une terre de carnaval,
Granville était un repère de marins. À l'époque où la pêche à la morue était l'activité principale de la ville, le départ des Terre-Neuva avait lieu juste avant Mardi Gras. Le carnaval était alors leur dernière fête à terre, avant de prendre le large. Aujourd'hui, le carnaval a bien évolué, mais l'esprit, lui, est resté. Alors, concert en podium, c'était où ça? C'était à 18h30 le samedi. Noémie et Valentin planchent sur le programme. Et il ne faut pas traîner, car l'échéance se rapproche à grands pas. Concert d'ouverture, est-ce que tu as la scène amateur? La scène amateur, on ne l'a pas encore. Ok. Je vais peut-être l'avoir la semaine prochaine. Si on ne l'a pas, pareil, il faudra qu'on change. Ah ouais? Qu'on mette autre chose. Ça monte un petit peu en tension et c'est toujours un peu cette ambiance-là, le mois qui précède, entre la construction des chars, les équipes tout autour, comme là, le programme. On est en train de fignoler, remplir ce qui manque, remplir les cases. Et puis après, on va attaquer la partie relecture. C'était le plan. Est-ce que depuis que vous êtes un carnaval qui a une reconnaissance UNESCO quand même, ce qui n'est pas rien, vous avez pas un peu plus la pression? Alors la pression, je ne sais pas. L'honneur d'être à l'UNESCO, oui, c'est certain. Maintenant, on a toujours cet esprit très carnavalesque, avec notamment les enfants qui font toujours l'affiche. On n'a pas changé, c'est historique en fait. On ne va pas changer les traditions. On est rentré pour la tradition. On essaye de perpétuer la tradition. D'ailleurs, il faut que je fasse une retouche sur son dessin. Ah, c'est toi qui vas faire la retouche? Et à propos de tradition, justement, il en est une plus récente que les origines du carnaval, certes, mais pour le moins incontournable. Voilà. Là, on peut se servir, là. Ce crâne, digne d'un décor de cinéma, hébergera dans quelques semaines un breuvage carnavalesque. Alors, ça va être une fontaine à P'tit-Zef. P'tit-Zef pour les intimes? C'est le punch local, jus d'orange Calva. Et pendant les festivités, la fontaine à P'tit-Zef sera surveillée de près par ces deux pirates en devenir. Du coup, dos le blanc et puis en blanc, et puis après on fait une veste marron et une veste noire et une ceinture rouge. Ça, c'est le pirate. Ok, ouais. Et donc plutôt avec un turban au lieu de... Oui, après, peu importe. Il y a des fois où je dors pas en me disant comment je vais faire. Je réfléchis à quelle technique, quel matériau. Il y a toujours un déclic à un moment. On se dit ah ouais, ça c'est pas bête. Ça. Et des solutions, il va falloir continuer d'en trouver. Car la 149e édition du Carnaval de Granville n'attendra pas. Cette fois, c'est la bonne. Bon ben voilà. Je te laisse éteindre, j'éteins. Ouais, voilà, j'éteins. Merci. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo et l'information nationale dans la suite du 12-13. Vos rendez-vous ce soir le 18h30, l'édition locale Betsen et le journal régional à 19h avec un choix de la rédaction consacré ce soir à la place des femmes dans le monde professionnel. Je vous retrouve demain dès 11h53. Bonne journée à tous. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur normandie.france3.fr et sur l'application ici par France Bleu et France 3.